Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette 5e édition des rencontres de l'AFB avec pour cette 5e édition un thème tout à fait d'actualité et d'importance puisque nous allons parler de travailler autrement, quelles innovations dans la banque. Sur cette première table ronde qui portera sur les adaptations RH depuis le Covid et évidemment toute la période post-Covid, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Martin de BNP Paribas, bonjour Stéphane, de François Soudry, directeur de politique sociale Crédit Agricole SA, bonjour François, Alain Gonin, membre du bureau fédéral de banque CFTC et bonsoir Alain, et Sarah Bruzez, vous êtes donc experte et membre du cabinet Members. Voilà. Pour démarrer cette discussion, je vais me tourner d'abord vers vous, Stéphane Martin, pour vous poser tout simplement la question. Depuis le Covid, finalement, quelles furent les évolutions RH que vous avez pu noter ? Alors, merci Olivier et bonsoir à tous. Alors effectivement, c'est un thème important de travailler autrement et de s'adapter à des nouveaux modes de travail, puisque depuis finalement la crise sanitaire, alors moi je vais vous donner finalement les exemples de BNP Paribas. Nous, on a vraiment considéré que les modes de travail, c'était finalement, où la crise sanitaire, plus exactement, avait été un accélérateur de transformation qui avait déjà été engagé avant la crise sanitaire, puisqu'on avait déjà testé des nouveaux modes de travail qui liaient le flex-office et le télétravail. On avait déjà engagé une transformation managériale qui était basée sur la confiance et l'autonomie. Et puis on avait déjà engagé des travaux sur la digitalisation des processus et des outils. Avec la crise sanitaire, donc on a, je dirais, réuni une équipe pluridisciplinaire qui réunissait finalement 3 grandes fonctions de la banque. RH Group, parce que c'est un sujet effectivement éminemment RH, mais aussi les équipes de l'exploitation immobilière, puisqu'on va le voir, les espaces de travail ont été fortement impactés par ces nouveaux modes de travail. Et puis les équipes de l'IT, puisque là aussi, tous les outils sont assez importants, tous les outils digitaux qui nous ont accompagnés et qui continuent à nous accompagner dans nos modes de travail. Et on a défini un projet qui s'appelle Smart Working, parce que voilà, c'est, je dirais, une marque assez emblématique et assez fédératrice finalement pour engager ces transformations au sein de la banque, qui est articulée finalement autour de 4 piliers importants. Les modes de travail, et notamment effectivement la partie télétravail, les espaces de travail et l'usage que l'on en fait au sein de nos différents sites, les outils digitaux, parce que ça, tout le monde l'a vu, ça a été une vraie révolution sur ces aspects-là, et puis une dimension que l'on a appelée People Care, qui repose finalement sur 2 pieds. Le premier qui est vraiment toute la dimension d'attention et de préservation de la santé des collaborateurs, et puis un deuxième volet, un deuxième pied qui était basé finalement sur l'accompagnement à ces transformations en termes d'information, en termes de formation auprès des collaborateurs, auprès du management sur ces modes de travail dits hybrides, puisque finalement, aujourd'hui, on parle d'hybridation des modes de travail. Alors, on voit un RH, immobilier, SI également. Oui. Alors, François Soudry, directeur politique sociale du Crédit Agricole SA, vous aussi, vous avez une approche transversale. Oui, tout à fait. Alors, peut-être un petit mot sur la façon dont notre groupe fonctionne. Nous sommes un groupe, on dit souvent uni et décentralisé, ce qui veut dire qu'en termes d'organisation, nous avons à la fois une impulsion qui est donnée par les fonctions centrales qui sont logées au niveau du groupe, et puis après une mise en œuvre dans le cadre d'un dialogue social de proximité au plus près du terrain dans chacune de nos filiales spécialisées. Alors des filiales dont la taille peut varier de quelques centaines de personnes à près de 20 000 personnes. Vous connaissez tous LCL qui est notre banque de détail en France. Alors, bien évidemment, la crise sanitaire a amplifié, comme le disait mon collègue, des mouvements qui étaient déjà initiés avant la crise.
Je retiens comme vous le thème du travail à distance et du travail hybride avec sa massification qui a effectivement eu des conséquences indirectes sur l'organisation des espaces de travail, l'organisation du fonctionnement du collectif des équipes, et qui a une nécessité de mobiliser les mêmes compétences que celles que vous évoquiez. Un deuxième point, je crois, qui est important aussi, qui émerge de cette crise, c'est finalement la quête du sens au travail, qui a questionné beaucoup les modes de management des équipes et qui renvoie à un désir de responsabilité en proximité, qui est quelque chose qui a vraiment traversé l'ensemble de nos filiales, quel que soit leur domaine d'activité. Puis enfin, un troisième thème, je crois, qui a surgi de manière très, très vive, c'est celui de la responsabilité sociétale de nos entreprises. Alors, il se trouve que le groupe Crédit Agricole s'est doté d'une raison d'être juste avant la crise Covid, qui est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et ça résonne particulièrement aux oreilles de nos collaborateurs. Et je crois que ça diffuse de nouveaux modes de fonctionnement, en tout cas de nouvelles thématiques RH à traiter par nos groupes. Avec ces trois mots-clés, hein, c'est ça, que sont la clientèle, le sociétal et l'humain. Tout à fait. Ce sont les trois faces d'un même sujet qui sont traités de manière concomitante, qui doivent être gérés de manière concomitante, effectivement. Alain Gonin, donc du côté de la CFTC, quel est le regard porté sur toute la période qui vient de s'écouler, évidemment en termes d'innovation dans la banque? Alors, bon, je rejoins ce qui a été dit, j'ai entendu accélérateur, amplificateur. Enfin, cette période du Covid a été un moment crucial pour mettre en place des nouveaux modes de travail dans l'entreprise. J'y ajouterais, c'était aussi brutal pour les salariés parce qu'il a fallu une adaptation, ce qui n'est pas toujours simple. On est passé au bureau à du flex office, on est passé du travail qui était dans l'entreprise à du travail donc à la maison. Ça nécessite une adaptation très forte de la part des salariés et notamment sur un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Le salarié qui était avant, il y a quelques années, qui était à son bureau, avec les photos de sa famille, qui recrée son environnement sur le lieu de son travail, donc est un petit peu perdu quelquefois dans le flex office, puisqu'il n'a plus de bureau attitré, et c'est assez, il y a une certaine déshumanisation aujourd'hui qui a lieu dans les entreprises. Voilà, pour moi, pour les syndicats, pour le syndicat que je représente, nous sommes soucieux du confort naturellement des salariés. Il y a du bon, le télétravail, c'est bien, ça permet effectivement d'être à la maison et puis de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais ça déshumanise dans la mesure où le salarié n'a plus de relations sociales aussi intenses qu'il a pu avoir il y a quelques années. Alors Sarah Bruzez, cette question, on vient de l'entendre, nos trois intervenants viennent de pointer la question au fond de la place de l'humain dans l'organisation du travail. Votre point de vue à vous, alors pour le coup, vous avez un point de vue très transversal sur cette question-là. Oui, qui n'est pas tellement sectoriel, mais je ne pense pas que ce soit sectoriel, en fait, ce sujet de relations au travail. Que ce soit la crise sanitaire ou l'émergence massive du télétravail, c'est en fait un accélérateur, mais ce n'est pas là qu'a commencé le sujet. Il y a quelque chose de latent dans la culture du travail, dans la relation au travail, et la société qui a évolué aussi par rapport à ce sujet de consommation, d'évolution et de performance. Ces concepts ont beaucoup changé. Une étude effectivement de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès a fait ressortir l'été dernier, donc c'est encore assez récent tout de même, la place du travail dans la vie des Français. 24% des Français aujourd'hui considèrent le travail comme une activité très importante de leur vie. C'était 60% en 1990. C'est quand même un écart conséquent qui permet effectivement de mettre en lumière qu'aujourd'hui, les frontières entre vie privée et vie personnelle se sont affinées. On emmène le travail à la maison et on emmène la maison au travail. Donc finalement,
comment on crée l'équilibre dans une société qui est de plus en plus digitalisée, où on est quand même très connecté, ce qui a créé effectivement beaucoup de choses positives, mais qui aussi nous a perdus dans cette culture de quand est-ce que je m'arrête, quand est-ce que ça commence. Donc c'est peut-être le transport et ce sas de décompression qu'on a, malgré la difficulté des transports, mais on a quand même un sas de décompression. C'est peut-être autre chose, mais effectivement, on constate qu'aujourd'hui, on consomme le travail, comme on consomme d'autres choses. Donc quand on consomme le travail, ce n'est pas que péjoratif, c'est-à-dire qu'on veut retirer un bénéfice de cette consommation. Ce bénéfice, il peut s'entendre effectivement comme une expérience. Donc ça peut, on peut se dire, OK, les 2 prochaines années, voilà l'expérience que va t'offrir l'entreprise, voilà ce que toi, tu vas apporter à l'entreprise. Ça, c'est un point important parce qu'on ne construit plus des carrières comme on les construisait avant. On ne se dit plus, moi, j'ai envie effectivement dans 10, 15 ans d'arriver là. Ça n'existe plus, c'est plus ce regard qu'on a. C'est si je pars dans 2-3 ans, c'est plutôt ça la réalité. Avec quoi je pars, qu'est-ce que j'ai laissé ? Donc c'est vraiment ce nouveau contrat social et cette nouvelle relation qu'il faut réussir à avoir. L'entreprise à mission est un exemple majeur là-dessus, c'est-à-dire à quoi sert mon entreprise, et c'est finalement la réponse qu'apporte l'entreprise, et à quoi je sers dans mon entreprise. Alors Stéphane Martin, à quoi sert l'entreprise chez BNP Paribas par rapport aux collaborateurs? Alors, je rejoins... Il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été mis en œuvre aussi. Tout à fait, oui. Je rejoins effectivement ce qui a finalement été dit sur le sens au travail et les transformations qui se sont, je dirais, accélérées ces dernières années. Alors, chez BNP Paribas, finalement... là encore, alors pour rejoindre un peu ce que disait M. Soudry, nous on a un cadre commun, mais après on laisse, je dirais, au plus près du terrain, au plus près des managers, la possibilité de le décliner, de l'adapter à son environnement et ses spécificités qui lui sont propres. Et c'est à travers ce que l'on appelle le projet d'équipe, où on l'invite à réunir son équipe pour définir finalement, mais c'est quoi notre utilité ? C'est quoi notre sens au travail? Comment on veut utiliser les espaces de travail? Comment on veut se réunir? Comment on veut travailler à distance pour avoir vraiment un projet commun qui ne se réduit pas à simplement je choisis tel jour de télétravail ou tel jour de télétravail. C'est vraiment un projet d'équipe qui doit amener à, je dirais, définir ces nouvelles modalités de travail. Et on a bien conscience que finalement, l'intérêt au travail est en train d'évoluer. Et donc, à nous, alors, notamment au sein des équipes RH, de comprendre cela à travers des enquêtes et puis d'accompagner ces transformations. Et comment on peut s'y Ce sont des enquêtes qui s'adressent aux collaborateurs? Tout à fait. Bien sûr. Et qui portent sur quoi exactement? Alors, ça peut être des enquêtes très larges, qui portent généralement sur la qualité de vie au travail, sur les outils, sur les équipements, donc sur la santé au travail. Et donc, on a plusieurs dizaines de questions qui sont posées régulièrement aux collaborateurs et qui permettent d'avoir effectivement des études, des analyses qui nous permettent d'identifier des axes de travail. Et puis ça peut être, je dirais, décliné au plus près du terrain, équipe par équipe. François Soudry, cette déclinaison équipe par équipe et sur le terrain, vous avez vous aussi une approche avec les différentes entités du réseau? Tout à fait. Enfin, le fil rouge de notre projet humain, c'est la mise en responsabilité. Pas simplement parce que c'est un désir exprimé par nos collaborateurs, mais aussi parce que ça répond aux attentes de nos clients. Alors on sait que nos clients ont un désir de digital et néanmoins, au bout du bout, ce qu'ils attendent, ce n'est pas qu'un robot prenne une décision, mais d'avoir un collaborateur qui soit en capacité de lui répondre au plus près du terrain. Donc il y a à la fois cette attente des clients, mais aussi la nécessité que nos collaborateurs, comme vous le disiez, au plus proche du terrain, puissent se saisir de tous les sujets. Alors on a essayé de l'aborder de manière assez empirique au travers d'expérimentations dans l'ensemble du groupe qui ont été lancées à la fin 2020. Donc vous voyez, déjà à l'époque, on était encore dans le bain du Covid, où on a
utiliser les supports de coach pour accompagner des équipes, pour les aider à se saisir de sujets qui pouvaient être des irritants, qui pouvaient être des travaux qu'ils souhaitaient, des processus qu'ils souhaitaient améliorer au bénéfice du client. Et selon des processus de décision très courts, sur une période de 3 mois, leur donner la possibilité d'apporter eux-mêmes les solutions. Alors ce processus qui a démarré de manière artisanale, au travers de contacts en hybride, se sont poursuivis. On a maintenant près de 23 000 collaborateurs qui sont passés par ce processus d'expérimentation. Et notre ambition est que l'ensemble des équipes dans l'ensemble du groupe puissent le faire d'ici la fin de 2025. Donc c'est redonner finalement, je dirais, l'autonomie au plus près du terrain. Et on a 5 principes managériaux qui nous guident. Je l'ai entendu tout à l'heure, l'autonomie, le discernement, la confiance, ce qui est important que la confiance puisse être ressentie au plus près, le courage et la prise d'initiative. Voilà le sens de nos expérimentations qui sont maintenant et alors, juste pour rebondir sur ce que disait Alain Gonin tout à l'heure sur la mise en œuvre du télétravail, etc. Là aussi, ça a fait l'objet évidemment de discussions au sein du groupe. Oui. Alors, il y a eu le débat principal a porté finalement sur le quantum. Quelle est la part que l'on devait consacrer au travail à distance? Voilà. Ça a été un débat qui a été d'ailleurs, je dirais, finalement géré au plus haut niveau de notre maison. Et la conclusion qui a été tirée, c'était que, au-delà d'un certain temps passé en télétravail, on abîme le collectif de travail. Alors certes, la crise Covid a montré qu'on était productif. Nos usines administratives ont continué à tourner. Néanmoins, on perd en créativité. Donc en fait, la limite que nous avons fixée au travail à distance, c'est 40% du temps annuel de travail. Avec cette limite, on a mis une autre borne, c'était qu'on ne pouvait pas s'absenter plus de 2 jours, ne pas être présent sur site plus de 2 jours par quinzaine. Donc c'est entre ces 2 bornes que l'ensemble des métiers sont allés chercher leur flexibilité au plus près du terrain. Encore une fois, on ne s'organise pas de la même manière dans une BFI avec des salles de marché ou dans une agence qui doit être ouverte face aux clients ou dans des équipes de back-office ou de services opérationnels qui peuvent offrir plus de latitude. Alain Gonin, alors cette question du télétravail, on est obligé de l'aborder bien sûr. Hein, donc comment vous situez, vous, par rapport aux attentes des salariés, par rapport aussi à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire éviter l'isolement, travailler sur le collectif? Alors je pense que c'est ça, il faut éviter l'isolement, il faut que l'entreprise, parce que là on est en train de parler de changement de mode de travail, d'environnement de travail, il faut que l'entreprise soit soucieuse de la santé morale aussi des salariés qui travaillent chez eux. Ils sont éloignés, donc l'entreprise ne peut pas contrôler leur charge émotionnelle, leur charge mentale, leur charge de travail, comme s'ils étaient présents dans l'entreprise. Donc c'est important d'avoir des outils, alors des outils déclaratifs. Moi je travaille chez BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, il y a des questionnaires de déclaration chaque trimestre sur le respect du temps de repos, sur un rythme de travail raisonnable où le salarié répond oui ou non. Hein, c'est des questions très simples. C'est un questionnaire qui est envoyé chaque trimestre. Donc à partir de là, la DRH peut évaluer si le salarié a pu absorber sa charge de travail et aussi son temps de déconnexion. Ça, c'est important que les entreprises, il y a l'humain derrière tout ça. Quand on parle de changement de mode de travail, c'est l'humain qui est derrière. Donc il faut que les entreprises soient soucieuses des salariés. On est dans une autre ère, avec des seniors aussi, je tiens à le préciser, pour qui, tout à l'heure j'ai parlé de brutalité, pour qui ces changements de mode de travail ont été brutaux en fait, hein, parce que bon, ils étaient habitués tout au long de leur carrière. Hein, si je parle des seniors aujourd'hui dans l'entreprise, c'est des salariés qui ont plus de 50 ans, grosso modo. Donc ces salariés qui ont connu un autre environnement de travail,
pour eux, c'est un changement important. Donc il faut que l'entreprise veille à cette qualité d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Alors Sarah Bruzès, quand on préparait cette table ronde, vous me disiez la banque, finalement, a néanmoins un temps d'avance par rapport à d'autres secteurs. Alors ça, j'aimerais bien que vous puissiez nous en parler. Et puis, il y avait cette réflexion sur le temps nécessaire pour expérimenter, comme on vient de nous le dire, pour expérimenter et prendre des décisions dans un temps qui s'accélère. Exactement. Effectivement, sur la partie temps d'avance, je vais y revenir, peut-être rebondir sur la partie télétravail qui me paraît assez importante. J'ai souvent été sollicitée sur finalement que font les autres. C'est la question qu'on se pose. Combien de jours de télétravail il faut faire? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? La question derrière le télétravail, c'est pas tant le nombre de jours, mais le pourquoi et l'agilité de l'organisation du travail. Donc je pense qu'il faut sortir du nombre de jours, c'est qu'est-ce qu'apporte le lieu de travail. Ça a été effectivement dit, quelle est l'expérience de vie au travail. Les GAFAM, on l'a vu, retournent en arrière, font revenir leurs collaborateurs au bureau. C'est pas rien, c'est eux qui ont développé les meilleurs outils de télétravail. Ils les font revenir parce que l'innovation, l'échange, la santé mentale passe par l'interaction à l'autre. Donc isoler et travailler derrière un écran, ce n'est pas sain. Si jamais il n'y a pas d'interaction. Donc ça, c'est un point important. Le télétravail, c'est aussi finalement répondre à tous les sujets de conditions de vie au travail et de préservation effectivement de la vie en dehors du travail. Donc la notion d'arrivée d'un enfant, la notion de salarié aidant, la notion d'action associative ou d'engagement en dehors du temps de travail. Donc le télétravail permet en fait de dégager un certain temps, une certaine charge mentale pour permettre aux collaborateurs de s'épanouir autrement que par le travail. Donc ça, c'était la petite parenthèse par rapport au télétravail qui me paraît importante à souligner. Et oui, la banque a un temps d'avance, parce que quand on se parle justement de cette charge mentale, et je la mets entre guillemets, je la ferme, on a l'impression aujourd'hui que les gens aiment le côté audacieux. Il y a un peu une injonction du bonheur et de changer un peu son paradigme du travail. Pour autant, la stabilité, le fait d'être accompagné, le fait d'être formé, le fait d'avoir une empreinte territoriale forte, d'avoir ce sentiment d'appartenance, sont des points que la banque est en mesure de fournir aujourd'hui et sur lesquels, effectivement, il y a un vrai axe de différenciation par rapport à des industries moins matures. Donc ça, c'est un point qui est important. La formation fait partie, effectivement, des choses que la banque apporte très naturellement, qui a un vrai axe de différenciation. C'est effectivement, on en avait échangé tous les deux, 24 heures par an par salarié de formation. C'est bien plus, 4,3% de la masse salariale en budget formation. Pour le secteur bancaire. Pour le secteur bancaire, c'est plus que d'autres secteurs. Alors effectivement, il y a la partie réglementaire qui joue beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Moi, je le vois en accompagnant les sujets de responsabilité sociétale des entreprises et les enjeux, les indicateurs donc environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Les formations s'accélèrent davantage du côté de la banque, accompagnées effectivement par une pression réglementaire, mais tout de même une sensibilité de ces collaborateurs-là plus en avance finalement que d'autres industries où ça reste dans un coin effectivement de prise de décision. Ça, c'est un vrai point de différenciation. Les parcours de carrière. On cherche aujourd'hui des parcours de carrière innovants. Dans une entreprise classique, effectivement, vous faites de la finance, vous faites de la finance, vous faites du marketing, vous faites du marketing. La banque permet aujourd'hui, par le biais de ce budget formation, par le biais effectivement de parcours de carrière innovants, de proposer quelque chose de plus dynamique. Donc je pense qu'il faut vraiment appuyer là-dessus, de se dire ce n'est pas que pyramidal, il y a aussi des promotions qui peuvent se faire d'un métier à un autre, de fonction à une autre. Donc ça, c'est un point qui est majeur, et on se parlait de responsabilité. Il y a toujours le plus et le moins, je pense, d'un sujet. La responsabilité crée une certaine pression réglementaire, ce qui fait que le collaborateur, même à un niveau opérationnel, a une obligation réglementaire et a une charge quand même importante qu'il faut accompagner. Donc là, c'est... Une question quand même. Pendant cette période post-Covid, le temps s'est accéléré. Oui. C'est peut-être pas terminé d'ailleurs, cette dynamique, mais qu'est-ce qui a changé au fond qu'est-ce que les banques ont dû surmonter pour pouvoir s'adapter à l'accélération du temps dans un métier où on aime bien le temps long, on est responsable sur le long terme? Le circuit de prise de décision, l'agilité effectivement dans quelque chose qui a pour réputation d'être extrêmement processé. Comment on accélère le circuit de prise de décision? Comment on crée un middle management capable de prendre ses décisions à son échelle? Donc ça a été une vraie transformation, je pense. La concurrence, c'est vrai pour la banque, c'est aussi vrai pour des structures qui pensaient être sauvegardées de la pénurie de candidats. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par cette pénurie de candidats. Les candidats décident vite, les process sont accélérés. Donc il s'agit aussi de pouvoir suivre ça.
Les sujets de rémunération, on a aujourd'hui une visibilité, c'est un des avantages de la banque, de l'évolution de rémunération. Généralement, les politiques compensation benefits sont quand même assez construites, assez structurantes. En revanche, face à ça, sur le marché, il y a des industries qui vont beaucoup plus vite, qui sont capables d'être beaucoup plus rapides dans leur prise de décision là-dessus. Comment trouver le juste équilibre là-dessus? Donc ça, la banque a dû aussi accélérer là-dessus. Les politiques diversité et inclusion, c'est un vrai sujet de comment finalement on arrive à changer, à construire peut-être une nouvelle histoire, une nouvelle image d'une banque qui a pu et peut encore paraître conservatrice. Comment aujourd'hui on arrive à créer effectivement une dynamique attractive, différenciante, et se dire que non, c'est pas des parcours linéaires et qu'il y a des vraies histoires, des vraies personnes derrière. Donc, bien sûr, les parcours collaborateurs, l'employé advocacy aide, mais il s'agit de pouvoir identifier ces gens. Et aujourd'hui, on a encore du mal à mettre en avant, dans un métier très réglementé, cet intuitu personnel très spontané, très enthousiaste, que d'autres structures se permettent de faire. Stéphane Martin, on a parlé de formation. Oui. Formation professionnelle. Sur cette période, là encore, hein, post-Covid, quels enseignements? Alors, il y a la dimension formation des managers, mais peut-être pas seulement. Pour BNP Paribas. Alors, sous l'angle des formations, mais je voudrais aussi un peu oui, bien sûr. Compléter et réagir à ce qui a été dit. Bien évidemment, hein, l'axe formation, et c'est un axe important dans nos métiers. C'est un métier qui est très réglementé, donc bien évidemment, hein, on a des obligations de ce côté-là, mais on est aussi, alors, la Banque d'un monde qui change, donc on est en lien avec la société, et donc comprendre la société, c'est aussi s'adapter à ses attentes, y compris pour nos propres salariés. Donc, bien évidemment, hein, l'axe formation, il est extrêmement important pour les collaborateurs, pour les accompagner dans ces transformations, quelles que soient, les classes d'âge, quelque part, effectivement. Les plus jeunes vont être plus à l'aise avec les outils digitaux que les seniors. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment toutes les équipes qu'il faut accompagner dans ces transformations. Et puis l'axe management aussi, parce que manager en environnement hybride, c'est une vraie révolution. Hein. Les managers ont, connu pendant la crise sanitaire, ils ont fait déjà un boulot extraordinaire, les managers de proximité, et il faut continuer à... c'est quoi un signal faible quand on est à distance? Comment on le repère? Comment on le traite? Comment on développe malgré tout les interactions sociales? Donc l'importance des règles. Alors chez BNP Paribas, c'est 50% de télétravail. Enfin, c'est un équilibre que l'on a su trouver, mais revenir à travers le projet d'équipe sur finalement quelles règles on se donne, quelles interactions sociales on se donne. Et effectivement, faire attention à soi, c'est aussi faire attention aux autres. Donc ça, c'est des points importants chez BNP Paribas. Et puis réagir sur le sujet finalement de la surconnexion potentielle. Donc là, pour illustrer des exemples chez BNP Paribas, déjà, sur les sites de BNP Paribas, on mesure les temps de repos entre les badgeages des entrées et des sorties aux immeubles en Île-de-France, parce qu'ils ont un système de sécurité qui permet de contrôler effectivement les temps de badgeage et donc d'identifier les situations critiques. Et à distance, au bout de 10 heures de connexion, le VPN, c'est un langage assez technique, mais se coupe avec un message de prévention qui permet de rappeler aux collaborateurs l'importance des équilibres des temps de vie. Ça ne l'empêche pas, s'il a vraiment un dossier à finir, de se reconnecter. Mais au moins, on a fait une action de sensibilisation sur ce point-là. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez sur... Bien évidemment, les notions d'attractivité, de rétention sont extrêmement importantes. Donc les parcours d'évolution professionnelle dans la banque et chez BNP Paribas en particulier sont extrêmement importants. Un poste qui est à pourvoir, il est d'abord ouvert en interne. 2/3 des postes pourvus sont, pourvus par de la mobilité interne.
Et ce n'est pas toujours, effectivement, dans le domaine. Alors, même si on a une expertise en finance, bien évidemment, ce sera la voie royale, probablement, de continuer dans la finance. Mais vous avez la possibilité, la capacité d'avoir des parcours transversaux qui permettent d'évoluer dans différents métiers de la banque. Parce que ça aussi, c'est une richesse de pouvoir continuer à évoluer dans la banque. Avant, on faisait son parcours peut-être, je dirais, ou toute sa carrière sur les mêmes types de postes. Demain, c'est plus vrai. Et ça, il faut pouvoir effectivement l'anticiper. Alors, justement, vous avez, vous, une expérimentation récente, qui a démarré récemment sur le mécénat de compétences. Oui, alors peut-être avant, je parler du mécénat de compétences, peut-être revenir sur finalement la modernité du secteur bancaire, parce que finalement, rejoindre une banque aujourd'hui, ça n'est pas nécessairement faire uniquement un métier de banquier. J'observe à l'échelle de notre groupe que nous avons des collaborateurs qui relèvent de la convention de l'immobilier, d'autres qui relèvent de la convention de la presse, et bien évidemment des activités beaucoup plus classiques qui relèvent de l'AFB. Mais donc, en fait, c'est rejoindre des ensembles bancaires qui offrent une multitude de mobilités et de passerelles entre des métiers extrêmement différents. Deuxième axe de réflexion, c'est que, alors ça, on l'avait, je dirais, entamé cette réflexion avant la crise Covid, c'est que finalement, la progression ou la voie managériale n'est pas nécessairement la seule voie qui doit être ou qui puisse être offerte à nos collaborateurs. L'idée qu'une carrière, ce soit escalader une pyramide managériale, c'est quelque chose qui n'est clairement pas, je dirais, attractif. Et donc, effectivement, on a certaines de nos filiales qui ont mené des réflexions pour faire émerger des filières d'expertise ou de gestion de projet qui créent autant de petites pyramides qui peuvent être escaladées. Donc la pyramide managériale est moins haute parce qu'effectivement, un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que dans le cadre de nos transformations organisationnelles, les strates managériales soient moins importantes que par le passé, pour faire disparaître ce monde tayloriste et cette organisation très hiérarchique, en aplatissant les strates managériales, mais en créant en parallèle d'autres opportunités de progression dans des filières projets ou des filières d'expertise. Ce qui n'exclut pas de transiter d'une grande filière à l'autre, en plus des possibilités de mobilité spécifiques de métier à métier. Voilà, donc ça, effectivement, je pense que c'est une évolution qui est importante, alors qui vient d'être lancée dans deux de nos métiers, on fonctionne assez souvent. Oui, alors c'est un des modes de fonctionnement de notre groupe, voilà. Qui est, comme on est organisé en business unit, très, très autonome. On se donne la possibilité de tester des dispositifs ou des formules dans un métier, puis, si c'est pertinent, de l'élargir sur une base beaucoup plus large. Alors je vous propose d'écouter, de voir la prise de parole de Maître Franck Morel, qui précisément va nous donner, lui, son point de vue, alors de juriste, on va dire, d'avocat, sur cette période et ce que ça a apporté de changement aux organisations du travail. Écoutons-le. À l'occasion de la crise Covid que notre pays a connue en 2020, le télétravail s'est développé de manière massive. Mais il faut souligner que le développement du télétravail, au début, c'était un télétravail total. C'était le c'est ça ou rien, si vous me permettez l'expression. Progressivement, les organisations ont évolué vers un télétravail plus partiel. Quelques jours en télétravail, quelques jours en présentiel. Et surtout, les questions juridiques qui étaient assez maîtrisées au début autour d'un certain nombre de dispositions qui d'ailleurs avaient été modifiées par les ordonnances de septembre 2017, eh bien, ont évolué. Et par exemple, un accord du 26 novembre 2020 sur le télétravail, un accord national interprofessionnel, a permis de mettre en lumière un certain nombre de ces nouvelles questions. Quelques exemples. L'isolement professionnel, notion abordée par cet accord, qui est un point de vigilance dans le cadre de la mise en place du télétravail. La question de la fréquence du recours au télétravail, qui est quelque chose, une notion nouvelle de droit positif, qui est évoquée dans cet accord national interprofessionnel, qui ne l'était pas dans la réglementation. Ce qu'il faut souligner, et ce qui est particulièrement important, c'est qu'en la matière, il est nécessaire d'avoir une veille régulière
sur toutes les questions de ce type qui peuvent prendre une acuité supplémentaire dans le cadre de la mise en place de ce télétravail pour être en mesure de trouver les réponses les plus adaptées. Je voudrais mettre un coup de projecteur sur une question qui s'est posée également avec de plus en plus d'acuité, c'est la question du temps de travail. La compatibilité en matière organisationnelle entre le télétravail et le respect, par exemple, du repos de 11 heures, avec toutes les questions de fractionnement possible ou non possible de ce repos de 11 heures, s'est posée avec plus de force à l'occasion de ce développement du télétravail. Il faut rappeler que dans un rapport qui avait été rendu il y a quelques années par Bruno Mettling, était proposé d'ailleurs ce fractionnement du repos de 11 heures. Donc on n'est pas au bout des réflexions autour du télétravail et du temps de travail et de la compatibilité du télétravail avec les règles classiques de mesure du temps de travail. Enfin, je voudrais également pointer une question différente par rapport à celle du télétravail, mais qui se pose également de plus en plus dans un contexte de pénurie de compétences. C'est toutes les interrogations autour des statuts professionnels. À l'heure où on a du mal à trouver un certain nombre de compétences rares, très qualifiées parfois, eh bien la question du fait de savoir si ces personnes doivent exercer en freelance, en salarié, en recourant au portage, aux plateformes de travailleurs indépendants, va se poser de plus en plus fréquemment. Et je fais le pari qu'on est au début d'une large gamme de réflexions autour de ces questionnements. Merci à Maître Morel, donc, du cabinet Fléchi-Granger pour son point de vue, pour son constat finalement sur cette période-là. En fait, on voit que sur la question de la gestion des temps de travail, au fond, vous avez déjà un certain nombre de dispositifs mis en œuvre. La question aussi du repos des 11 heures. Alors là, peut-être sur ce point-là, est-ce que Stéphane, Stéphane Martin, si vous avez des choses peut-être à ajouter suite à ce témoignage, si on peut dire, de Maître Morel? Alors, effectivement, ce que dit Maître Morel est assez important. Ces nouveaux modes de travail, l'hybridation du travail, le télétravail, fait qu'il y a une forme de morcellement de la journée de travail. Enfin, on savait déjà avant qu'une journée de travail, c'était une succession d'événements différents, mais bon, on était sur un site de données, donc on pouvait à peu près contrôler ce qui se passait. Avec le télétravail, il y a toujours une succession d'événements, mais qui mixent effectivement des aspects professionnels et des aspects plus personnels. Et on a bien vu des collaborateurs qui prenaient une certaine je dirais, liberté ou une certaine autonomie pour dire organiser leur vie potentiellement familiale et puis reprendre le travail à un autre moment. Et finalement, la question que pose Maître Morel sur les 11 heures de repos consécutifs, qui est une disposition réglementaire importante, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a le droit de morceler ce repos? Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel, alors, chez BNP Paribas, on se penche. Alors, on le fait sur les entrées de site, comme je l'ai dit tout à l'heure, physiques. Et on va essayer de regarder ce qu'on peut faire sur les temps de déconnexion. Qui ne veut pas forcément dire, je parle bien de temps de déconnexion, mais pas forcément de temps de travail. C'est pas parce qu'on est connecté qu'on travaille, et c'est pas parce qu'on n'est pas connecté qu'on ne travaille pas. Mais au moins d'avoir des éléments qui peuvent sensibiliser sur ce sujet de la déconnexion. Donc oui, on y travaille. C'est important ce que Maître Morel disait. Et puis après, je voudrais réagir sur la notion d'agilité, puisqu'on a parlé beaucoup d'agilité, où effectivement, ça c'est ça sera peut-être la prochaine table ronde, mais je ne me projette pas encore dans 10 ans. Mais aujourd'hui, effectivement, ces nouveaux modes de travail qui se sont accélérés, alors chez BNP Paribas, effectivement, on a plutôt une forme d'acculturer l'ensemble des équipes à l'agilité, au test and learn. Ne pas avoir de certitude, ne pas se projeter dans un temps long, mais il faut tester, parce que nos clients, nos collaborateurs ont des attentes très fortes,
le marché évolue très rapidement. On est dans un contexte réglementaire qui est assez complexe et assez, d'une certaine façon assez rigide. Et ça nous oblige à effectivement traiter la relation au travail sous un angle beaucoup plus agile. Il faut être plus rapide, il faut répondre à une sollicitation du client, avoir le meilleur service possible immédiatement. Donc cette notion d'agilité, demain, elle sera extrêmement importante. Alain Gonin, alors l'agilité, on a d'un côté des salariés qui parfois veulent plus de souplesse, on vient de l'entendre, ils veulent plus de souplesse, et en même temps il y a la cohésion d'équipe, il y a la nécessité d'éviter l'isolement, etc. Comment, alors, c'est une équation pas simple, comment la CFTC résout cette équation? Alors, le télétravail, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour le salarié, on vient de le voir, il peut mélanger sa vie personnelle et professionnelle, voilà, donc lorsque ça ne va pas, il peut le déclarer. C'est bien aussi pour l'entreprise, parce que l'entreprise est gagnante sur le plan financier. Je tiens aussi, voilà, c'est une grande gagnante l'entreprise. Aujourd'hui, avec le télétravail, le flex office, c'est les locaux, les immeubles, c'est 60% d'occupation. Donc les entreprises misent sur un taux d'occupation à 60%. Donc c'est un gain financier pour l'entreprise. Donc tout le monde y gagne. Maintenant, le télétravail, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, je pense qu'il va falloir l'étudier sur les années, les mois et les années qui viennent. Vous avez évoqué tout à l'heure les GAFA qui reviennent effectivement sur le télétravail. Mais il y a aussi une banque, puisqu'on est sur un plateau de banquiers. Les banques comme JP Morgan, récemment, a demandé à ses salariés de revenir au bureau. Donc, on est, je dirais, le télétravail, il faut le surveiller. Il faut voir ce que ça va donner dans les... Aux États-Unis, JP Morgan. JP Morgan aux États-Unis, oui, pardon, c'est aux États-Unis, oui, c'est pas en France. JP Morgan, la banque américaine aux États-Unis. Donc, je pense qu'il va falloir regarder, il va falloir avoir un peu plus de recul, voir quelle est la tendance. Et puis, si, les Américains, on dit toujours, ils ont quelques années d'avance sur nous, c'est eux qui ont mis le flex office et le télétravail en place. Si aujourd'hui, ils en reviennent, pour certains, peut-être en France, on se posera la question. Moi, j'aimerais, Olivier, revenir sur les liens sociaux, en fait, parce que ça, c'est important. Pour le salarié, rester à la maison, c'est bien. Alors, toutes les études ont montré que les salariés étaient productifs. Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de remise en question. Mais les liens sociaux sont importants. Aujourd'hui, on voit que tout se passe avec les outils digitaux. Donc, on voit les formations. On parlait tout à l'heure, Stéphane parlait de formation. Les formations, c'est du e-learning. Aujourd'hui, on est à distance. On fait beaucoup de formations. Il est pratiquement fini le temps où des salariés se retrouvaient dans une salle de formation pendant 2 ou 3 jours et puis au moment de la pause, échanger. C'était l'occasion d'échanger parce qu'aujourd'hui dans les immeubles, un service ne rencontre pas forcément physiquement d'autres salariés d'autres services. Donc il faut privilégier ces temps où les salariés se retrouvent. C'est bien pour les salariés, c'est bien pour les entreprises. La machine à café, voilà, c'est le lieu que tout le monde connaît, c'est le syndrome de la machine à café, où les salariés viennent prendre un café, mais discuter de leur vie personnelle, mais aussi de la vie professionnelle. Ces temps d'échange sont importants. Voilà, il faut préserver, il faut garder, il faut l'avoir en tête. Ces liens sociaux pour les salariés sont très très importants. François Soudry, sur cette question des liens sociaux, donc vous nous parliez tout à l'heure d'opérations pilotes, d'expérimentation, etc. Est-ce que vous avez eu, vous, des enseignements par rapport à ce qui vient d'être dit sur la disparition, si on peut dire, de la machine à café ? C'est bien pour ça qu'on a souhaité qu'elle ne disparaisse pas 3 jours par semaine. Oui, c'est ça. Donc, très clairement, je pense que vous disiez que le sujet n'était pas nécessairement le quantum, mais je pense quand même que le quantum a une valeur symbolique. Après, je crois que, on l'a dit assez suffisamment, que l'intelligence en proximité, c'est celle effectivement du manager qui, en proximité, va savoir comment organiser son collectif de travail, va peut-être privilégier une présence de l'ensemble de ses collaborateurs un jour donné de la semaine, ou au contraire spécialiser certaines réunions en distanciel. Et ça, je crois que ça, c'est un élément qui est le plus important, c'est effectivement la capacité que chacun, au plus près, puisse organiser son collectif pour qu'il ne rompe pas les liens sociaux.
Vous évoquiez tout à l'heure la question de la déconnexion. Je crois que c'est un sujet qui est extraordinairement complexe. Je pense que tous nos groupes sont dotés d'accords sur le droit à la déconnexion. Mais en réalité, c'est une révolution personnelle qu'il faut mener. On le voit assez souvent dans nos propres vies personnelles, notre incapacité à se déconnecter. C'est une éducation, je dirais, que chacun doit s'infliger ou s'imposer pour se déconnecter. Et malheureusement, je ne crois pas que ça ne puisse être que des textes ou des accords. Ça doit être d'abord une transformation culturelle et encore une fois une petite révolution personnelle que chacun doit mener. Alors il y a la gestion du temps ou des temps, et puis il y a la gestion des lieux, et c'est assez lié. On a en tête souvent la question du flex office. Peut-être vous pourriez nous en parler. Oui, alors quand on a été amené à renégocier tous nos accords sur le travail à distance, donc post-Covid, on l'a fait au deuxième semestre 2021, donc pas dans la précipitation. On a posé comme principe commun que le flex office pourrait faire partie des dispositions que les différentes entités, dans le cadre de leurs accords, pourraient être amenées à mettre en place. Donc c'est effectivement une démarche dans laquelle on s'est lancé. Toujours sous la forme d'expérimentation. Le démarrage se fait à l'échelle d'un département, d'une direction, dans un métier donné. Si c'est pertinent, c'est développé. Si ça n'est pas pertinent, c'est ajusté. Mais je pense qu'on est effectivement durablement inscrit dans cette logique de flex office. Alors, il y a quand même un avantage, c'est qu'on parlait de la flexibilité sur le temps de travail. Le fait d'être en télétravail ou en travail sur site, il y a la flexibilité du lieu où on va travailler, de l'équipe que l'on va rejoindre. Constituer une équipe projet, ça se fait plus facilement dans une logique de flex office que dans des locaux qui sont pré-identifiés. Voilà. Bon, après, je pense qu'il faut aussi le faire avec raison, avec des coefficients de foisonnement, pour être technique, mais qui doivent rester raisonnables. Voilà, donc encore une fois, c'est un processus qui effectivement se développe dans nos différents... Et juste pour le raisonnable, c'est quoi ? C'est justement chaque métier qui le détermine. Oui. Vous avez des activités pour lesquelles il n'y aura jamais de flex office. Vous êtes sur une salle des marchés, vous n'aurez pas de flex office. Vous avez d'autres activités où, quand vous êtes sur des équipes de développement informatique, vous êtes beaucoup plus facilement en situation de flex office. Ou si vous êtes dans une fonction régalienne qui nécessite que les gens soient beaucoup plus souvent proches du même collectif de travail, et bien là, votre coefficient de foisonnement sera plus important. Voilà. Stéphane Martin, sur le flex office du côté de BNP Paribas. Alors, pour BNP Paribas, on a, je dirais, également testé la combinaison flex office télétravail bien avant la crise sanitaire. On était assez précurseurs sur le sujet. Aujourd'hui, il est largement déployé. Et alors, je sais que c'est finalement un peu un mot barbelé, finalement, ce terme flex office. Mais moi, je voudrais malgré tout préciser deux choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, avec une prise de conscience sociétale RSE plus importante, à partir du moment où vous avez, je dirais, une grande... Chez BNP Paribas, c'est 70% des collaborateurs de la banque en France, et même en Europe et dans le monde, qui font du télétravail, à peu près à hauteur de 2 jours par semaine, en moyenne. Sur le périmètre de la France, c'est plus de 40 000 collaborateurs sur les 57 000 que compte le groupe. Donc, c'est pas négligeable. Dire aujourd'hui qu'il y aurait des sites, des bureaux qui ne seraient pas occupés, quelque part, ça fait plus sens. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur ce point-là. Après, la deuxième chose, c'est que nous, la machine à café, elle n'a pas disparu. Au contraire. Enfin, je dirais, les locaux, ils ne sont pas moins, ils sont mieux. Je ne vais pas le cacher, il y a bien évidemment une économie à la clé. À partir du moment où vous avez moins de mètres carrés, il y a nécessairement une économie. Mais elle n'est pas, je dirais, aussi mécanique que l'on le croit, puisque les bureaux aujourd'hui, dans des environnements dits flex office,
n'ont rien à voir avec les bureaux d'il y a 10 ans, 15 ans. Il y a une variété des espaces de travail pour répondre à différents usages, différents besoins des équipes. François le rappelait, c'est sûr qu'une équipe projet ne va pas fonctionner de la même façon qu'une équipe de marché, et donc il faut savoir, je dirais, s'adapter à différents environnements, mais à différents moments de la journée. Et l'espace café est extrêmement important. Demain, on va avoir plus d'espace de collaboration et d'espace d'échanges qui facilitent les échanges informels, donc les fameuses machines à café, dans nos espaces de travail. Ce ne sera pas qu'une position de travail. Bien évidemment, il y aura des positions de travail avec des taux qui peuvent fluctuer selon les environnements. Mais à côté de ça, vous avez de plus en plus, je crois que le JLL, qui conseille beaucoup d'entreprises sur le sujet, on dit que demain, c'est plutôt 50-60% des espaces de travail qui seront des espaces ou de réunion ou de convivialité, etc., pour faciliter justement ces échanges. Et donc, là encore, je reviens chez BNP Paribas, c'est tout l'enjeu du projet d'équipe de savoir, finalement, comment on veut travailler ensemble demain, qui inclut à la fois du télétravail, mais aussi du travail sur site. À quel moment on se retrouve et pour faire quoi ? Alors, Sarah Bruxelles, quand on préparait, vous aviez eu ces deux questions que je vais vous redire. Quelle employabilité des personnes qui passent par les métiers de la banque, selon vous? C'est une question qui a émergé pendant cette période Covid, post-Covid. Et la deuxième question, c'est, au fond, est-ce que je me ferme des possibilités de carrière? Alors, je trouvais que c'est une approche assez négative, en fait. J'ai plutôt tendance à dire, mais au fond, travailler dans la banque, c'est plutôt m'ouvrir des possibilités. C'est une réalité, c'est-à-dire que vous avez cet aspect sectoriel qui est quand même très présent. Et même si on crée des passerelles entre les différentes entreprises ou les différents secteurs d'activité, vous avez sur le marché effectivement des candidats qui se disent « Ok, si je m'inscris trop longtemps dans une carrière bancaire, je vais être tagué banque, je ne vais plus pouvoir m'ouvrir à d'autres secteurs. » Inversement, certaines industries ne se projettent pas vers la banque pensant devoir répondre à finalement une formation liée à l'environnement bancaire. Donc le sujet de l'employabilité, c'est ça, c'est aussi permettre en fait de construire des compétences qui sont transférables d'une industrie à une autre sans qu'elles soient, il y a des spécificités qui sont liées au secteur, mais comment ouvrir finalement au risque d'avoir une rétention peut-être plus difficile des collaborateurs, mais comment ouvrir mes collaborateurs pour qu'ils puissent s'inscrire dans des carrières qui soient différentes et dans des industries différentes, comment leur montrer aussi ce sujet-là, et de l'autre côté, comment ouvrir les métiers de la banque en termes de visibilité. Il est encore difficile pour beaucoup de comprendre qu'est-ce qu'on fait au quotidien sur les fonctions dans une banque. Donc finalement, c'est avoir une transparence des métiers, des fonctions, et on a vu, pour pouvoir en parler. Voilà. Et on a vu tout à l'heure dans les témoignages, dans les prises de parole, qu'il y a un nombre assez impressionnant de métiers, d'entités et finalement de sous-secteurs, si je puis dire, en tout cas. Et c'est finalement très méconnu. Et c'est très méconnu. C'est aussi ce qui est assez étonnant dans le secteur bancaire, c'est que c'est aussi solide, aussi historique que c'est récent comme sujet. Les métiers sont récents, il y a des transformations quand même organisationnelles qui sont récentes. Et au final, dans l'esprit de la majorité, c'est pas encore tout à fait clair de qu'est-ce que je peux faire au quotidien dans une banque, dans le secteur. Alain Gonin, comment on met en avant tous les avantages, si je puis dire, toutes les particularités positives, au fond, de nos différents métiers bancaires ? Alors c'est vrai que le métier bancaire a beaucoup évolué. Enfin, on était dans un monde, les banques institutionnelles, en fait, et c'est le changement. Je pense que maintenant, dans l'économie, c'est le fer de lance en matière d'avancée. On vient d'en parler de flex office, de télétravail. Alors mettre en avant les métiers, faut attirer bien sûr les jeunes aujourd'hui. Alors les jeunes aujourd'hui recherchent bien sûr un salaire, ce qui est tout à fait normal, un équilibre plus qu'avant, un équilibre vie personnelle et vie professionnelle, et les avantages. Lorsqu'un jeune rencontre un DRH, les questions tendent vers ça, vers quels sont les avantages que je peux avoir dans la banque. Donc maintenant, il faut, on vient de le dire, il y a des métiers
totalement diversifiés en fait dans la banque, qui sont très certainement méconnus. Alors c'est aux banques de faire valoir, de mettre en avant ces différents métiers, parce que dans l'opinion publique, un banquier, c'est une personne qui travaille en agence. Bon, il y en a de moins en moins du reste de personnes qui travaillent dans les agences. Beaucoup d'agences virtuelles, tout se fait souvent par Internet. Donc, ça, c'est la seconde table ronde, et vous verrez qu'on a une. Alors, je ne veux pas empiéter sur on a un module qui ne dit pas exactement cela. Bon, d'accord. Ça n'avance que moi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut mettre en avant ces métiers qui sont passionnants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous rejoins, quand un salarié qui entre dans la banque changera de métier. Forcément, s'il veut faire carrière, il sera amené à changer de métier. Il est fini le temps où un banquier faisait carrière dans un même service, sur une même fonction. Alors même si à mon goût, les RH n'aident pas beaucoup les salariés, parce que je trouve qu'il faut aller chercher les talents. Quand il y a des talents, quelqu'un qui est sur un poste pendant 4-5 ans, il faut lui dire, bon ben voilà, on peut te proposer autre chose. Aujourd'hui, malheureusement, les DRH des banques font trop de travail administratif et ne s'occupent pas de l'humain. Enfin, pardonnez-moi, mais pour moi, je mets toujours l'humain au centre de la discussion, mais il faut aller chercher les talents là où ils se trouvent, et puis proposer à des personnes en poste de changer de fonction. Alors François Sourdry, justement, alors l'humain, on a compris que c'était le maître mot dans votre groupe. Vous parliez vous me disiez aussi qu'il y avait une évaluation, et surtout une auto-évaluation. Et ça peut être important et intéressant certainement pour les salariés lorsqu'ils pensent leur parcours, lorsqu'ils pensent leur fonction, leur mission. Oui, tout à fait. Alors, en parallèle de la transformation managériale que nous avons engagée, on a réfléchi sur nos modes d'évaluation. Donc, la première évolution, qui était une révolution dans le système d'information d'évaluation, pour le coup, a été d'offrir la faculté aux collaborateurs de s'auto-évaluer sur l'exercice précédent et de proposer ses objectifs pour l'année suivante. Alors, on a commencé cet exercice-là auprès de 3 de nos métiers, donc il en reste 12. On poursuivra l'exercice l'année prochaine. Si on regarde la campagne, ça date de cette année, en fait, à peu près 95% de nos collaborateurs se sont saisis de cette faculté de s'auto-évaluer. Et ça change, en fait, la façon d'aborder l'entretien d'évaluation avec le manager. Et donc ça, c'était un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est la possibilité d'instaurer des dispositifs de feedback transversaux à l'intérieur de l'équipe, à la main évidemment des collaborateurs. Et troisième innovation, pour désacraliser l'entretien annuel d'évaluation, alors qui se tient toujours avec une campagne à un moment donné, on a prévu de revoir possiblement, avec l'accord bien évidemment du collaborateur, les objectifs en cours d'année. On parlait de temps qui s'accélérait, de boucles courtes de décisions. Dans la vraie vie, les projets évoluent, certains sont abandonnés, d'autres priorités surgissent en cours d'année, et on voulait en tenir compte dans le processus d'évaluation. Donc jusqu'à présent, la campagne a été lancée auprès de 3 métiers. Je pense qu'on pourra on va reparler donc industrialiser. Peut-être à la prochaine table ronde, on en reparlera. Oui. Et donc Stéphane Martin, sur la question que soulevait Sarah Pouzès tout à l'heure, au fond, faire carrière, pas faire carrière dans la banque sur un temps long ou pas, vous me disiez que finalement la première piste de recrutement, c'est la mobilité interne. Bien sûr. Bien sûr. Donc on fait carrière dans les banques. Mais bien sûr. Alors l'enjeu de l'attractivité et de la rétention, c'est bien évidemment l'enjeu numéro 1 dans nos environnements. On peut faire carrière dans la banque. Il y a une richesse de métiers et d'activités dans la banque. Et là encore, peut-être pour illustrer un petit peu
ces nouvelles approches, ou je dirais un petit peu le mindset qu'on peut avoir chez BNP Paribas, dès lors qu'un collaborateur ou qu'une collaboratrice démissionne, parce que finalement elle a trouvé mieux ailleurs, alors par le passé, je ne vous cache pas que c'était une forme de trahison, disant comment il a pu oser. Aujourd'hui, c'est considéré comme un point de vigilance. Et donc, très clairement, dans ces cas-là, on essaie de comprendre pourquoi. Et donc, il y a un entretien qui est fait avec le manager et la RH pour comprendre les motivations, finalement, qui ont poussé un collaborateur ou une collaboratrice à quitter la banque et pourquoi finalement on n'avait pas quelque chose à lui proposer chez BNP Paribas. Et après cela, on continue à entretenir des relations avec la personne. Et donc on peut être amené à la retrouver quelques mois, quelques années après, parce que finalement on saura mieux répondre à ses aspirations, il se sera enrichi ailleurs. Et on pourra, je dirais, utiliser ces compétences. Donc, ces enjeux, en fait, d'animation des RH sur du temps long, tenant compte des expériences, ou voire même des compétences qu'on peut développer, ce qu'on disait tout à l'heure, en parallèle, dans une association, parce que voilà, on fait autre chose à côté que son environnement professionnel. Aujourd'hui, c'est clairement mis en avant dans nos outils internes. Chaque collaborateur est libre d'inscrire ses compétences, ses savoir-faire en interne. Et effectivement, aussi, on développe ces mêmes logiques de feedback au-delà du management pour, je dirais, enrichir la connaissance du collaborateur et ouvrir des perspectives d'évolution professionnelle. Je vais rebondir, parce que c'est quand même très précieux, effectivement. Il y a ce sentiment d'aller voir comment les choses se passent ailleurs. Et permettre effectivement à un collaborateur de se dire peut-être que ce premier temps dans l'environnement de la banque arrive à son terme, prends l'expérience ailleurs, enrichis-toi et reviens, parce qu'effectivement, il y a aussi des avantages à évoluer dans le secteur, c'est un vrai plus. C'est permettre effectivement une nouvelle expérience. Et souvent, c'est ce qui crée le départ. Il me semble, mais là, je vous invite à y répondre, qu'il y a quand même peu de personnes qui quittent la banque pour une autre banque. On est quand même dans un changement plutôt sectoriel que... Donc, en tout cas, on laissera ça en point d'interrogation. Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir, on s'est parlé effectivement du temps de travail. Donc on s'est parlé du temps de travail en le considérant sur la journée de travail, mais il y a le temps de travail dans des carrières qui sont de plus en plus longues. Et il y a des initiatives qui sont intéressantes de ce point de vue-là. Comment finalement permettre aux collaborateurs de vivre autre chose que son parcours professionnel. Orange l'a fait en donnant en 2021 le congé respiration. Le congé respiration a été initié dans cette perspective-là. On va travailler longtemps, je pense que maintenant c'est plus un secret. Et effectivement, comment permettre aux collaborateurs de monter un projet extra-professionnel qui lui tient à cœur. Il présente son projet, ce temps-là est rémunéré et il revient à son poste après. Ça, c'est des initiatives qui sont intéressantes. On n'a pas encore le recul suffisant pour voir si Orange a réussi son pari de rétention. Mais en tout cas, ça permet effectivement de favoriser l'engagement, de prévenir le risque de lassitude et le risque psychosociaux, les risques psychosociaux qui sont derrière, et de générer aussi de l'attractivité par ailleurs. Et au sein d'Accenture, vous avez également ça qui a été mis en place en version plus petite par rapport à la prise de position. C'est un congé sabbatique sur quelques mois. Pas besoin de justifier de ce qui va être fait. Donc ça peut être aussi pour raisons très personnelles, pour le coup. Mais dans la même perspective, permettre cette parenthèse aux collaborateurs et dire que l'entreprise est là quand le collaborateur, finalement, souhaite y revenir. Merci. Alors, donc, ce que l'on voit, c'est... Alors, M. Gonat, parce qu'on arrive au terme, on vous écoute. Je voulais faire une parenthèse sur enfin, on parlait de carrière, donc, et sur les seniors. Aujourd'hui, les banques doivent faire beaucoup d'efforts sur les seniors. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de placardisation, d'exclusion. Et faire une carrière entière dans la banque, c'est quelquefois compliqué quand on a dépassé les 50 ans. Donc, je pense qu'il y a des mesures à prendre. C'est un état d'esprit aussi des banques de s'occuper vraiment des seniors. Bien, on voit qu'effectivement, la période post-Covid a été riche en initiatives. On aurait pu parler aussi des différents accords qui ont été signés. Il y en a eu beaucoup d'accords signés dans les entreprises, dans les groupes, et aussi dans les branches bancaires. On voit qu'il reste encore un certain nombre de questions posées. On termine cette table ronde aussi sur de nouvelles questions, et pourquoi pas. Il me reste à vous remercier
tous donc pour votre participation et ces échanges. Et puis, je m'adresse donc à ceux qui nous suivent. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mercredi, donc à 18h, pour la diffusion d'une deuxième table ronde qui, elle, portera toujours sur la façon de travailler autrement. Mais là, on va se projeter sur les 10 prochaines années. Donc voilà, on aura certainement beaucoup de choses à dire. Je vous donne rendez-vous donc dans une semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.